Bonjour à tous, bienvenue dans l'Hni Podcast, le média dédié à l'hygiène naturelle infantile. Ici, nous parlons de ce sujet à travers le témoignage de parents, mais aussi de professionnels. Ce podcast est né suite à la publication d'un livre intitulé « Le bonheur d'accompagner bébé, hygiène naturelle infantile ». Il s'agit d'un guide illustré pour vous accompagner dans la pratique de l'Hni dès la naissance de bébé. Retrouvez ce podcast ainsi que ce livre sur le site internet kealira.com. L'introduction étant faite, je laisse la place à notre invité. Bonjour Dalila, bienvenue dans ce podcast sur l'Hni. Tu habites dans les Pyrénées-Orientales. Oui, c'est ça, tout à fait. Et tu as 2 garçons. Exactement. Le plus grand, il a quel âge ? Il a bientôt 10 ans. Bientôt 10 ans. Et le plus petit, il est né en janvier dernier. C'est ça, il va avoir 4 mois là, dans quelques jours. Ma première question, j'aimerais savoir comment tu as découvert l'hygiène naturelle infantile. Déjà à l'époque de mon grand, je crois que c'était l'animatrice de la Leche League qui m'en avait parlé. Et je m'étais dit pourquoi pas, mais comme tout était nouveau, c'est-à-dire que je découvrais le maternage proximal, donc l'allaitement, le cododo, le portage en écharpe, etc. Je savais pas si j'allais y arriver et j'en avais pas fait nécessairement une priorité. Quand mon plus grand est né, je t'avoue que ça m'a paru embêtant de le faire. Et donc, j'ai pas poursuivi. Je savais que ça existait, je savais que c'était possible. J'étais entourée que de personnes qui ne l'avaient pas fait. Et la seule personne qui m'en parlait, ses enfants étaient déjà grands. Donc, j'avais pas, si tu veux, de modèle autour de moi spécifiquement. Rien ne m'avait prouvé que c'était possible, on va dire. Même si j'avais lu sur la question et que j'entendais que c'était faisable, mais en fait, j'étais peut-être submergée par trop de choses, on va dire. Alors que là, pour le deuxième, comme tout m'a semblé naturel, évident et simple, tu vois, l'allaitement, c'était même pas une question, le cododo non plus. Il y a plein de choses pour lesquelles j'avais pas besoin de me battre ou de réfléchir ou de me justifier, que du coup, la HNI, ça s'est présenté de manière assez naturelle. Et puis, il y a 10 ans qui sont passés, quoi. Donc, aussi, dans ton cheminement personnel, il y a beaucoup de choses qui ont dû évoluer. C'est ça. Et ça avait peut-être plus de sens maintenant qu'il y a 10 ans. C'est ça, exactement. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui t'a motivé à pratiquer l'Hni ? Bah écoute, j'ai vu que ça favorisait la communication avec l'enfant. Je me suis dit pourquoi pas essayer. Et quand on était déjà avec le grand, on avait on avait mis en place le tu pousses à chaque fois qu'il faisait caca. Donc on savait quand il allait faire caca, tout simplement, on le savait et on lui disait. Donc il y avait déjà cette communication-là, même dans la couche et même sur nous. Et du coup, quand le plus petit est né, directement, quand on est à la maternité, je lui ai dit tu pousses quand je l'ai vu pousser pour faire caca. Et lui, il a assimilé ça et au pipi et au caca. Je m'en suis rendu compte parce que quand je lui ai dit et que je lui ai proposé le pot à la sortie de la maternité une fois à la maison, je t'avoue que j'ai pas fait le pot à la maternité, je l'avais pris, mais pareil, j'ai été submergée par tellement d'autres choses que j'ai même pas essayé en fait, et je trouvais ça assez difficile avec le port de la tête de gérer le pot. Bon, finalement, une fois arrivée à la maison, il y avait moins d'enjeux, on va dire, donc c'était plus simple pour moi de le gérer. Et je lui proposais quand il était réveillé, mais en fait, comme j'avais un bébé qui dormait tout le temps, mais vraiment beaucoup, je lui ai pas souvent proposé le pot. J'ai attendu qu'il ait 2 mois pour lui proposer du jour au lendemain, tout le temps. Okay. Vraiment, je l'ai fait à 2 mois, 4 jours, du jour au lendemain, où vraiment j'ai vu une évolution sur ses temps d'éveil. Et à chaque réveil, je lui proposais et à chaque fois, ça marchait en fait. Parce qu'il avait associé tu pousses à un besoin d'élimination, que ce soit le pipi ou le caca. C'est génial. Voilà. Et comment tu t'organises alors dans ta journée ? Est-ce que tu mets des couches à ton bébé ? Quel type de couche ? Comment ça se passe concrètement ? J'ai des couches lavables que j'ai achetées sur Vinted. J'en avais acheté à la base 20 et puis je me suis rendu compte qu'en fait j'avais besoin de plus. Je pense que si c'était à refaire, j'aurais acheté des couches jetables pour les premiers temps
parce que je me suis rendu compte que comme j'avais pas nécessairement des surfaces inclinées à chaque fois que je le changeais, après l'avoir allaité, il était penché, donc du coup, tu sais, comme leur système n'est pas mature, il y a une histoire de lait qui ressort assez facilement, et il avait pas mal de régurgitation et de vomi avec les couches lavables qui sont énormes en fait pour un nouveau-né. Donc, si c'était à refaire, j'attendrais qu'il fasse 5 kilos, 5 kilos et demi, quelque chose comme ça, pour pouvoir éviter les fuites la nuit. En fait, je pense que je me suis quand même vachement pas simplifié la tâche, mine de rien, quand j'y repense. On dirait que mon fils a 1 an, mais j'ai déjà réfléchi alors qu'il a que 4 mois. Mais je me suis rendu compte en fait des petites erreurs que j'ai faites, on va dire. Donc, si c'était à refaire, je pense que j'aurais fait le jetable la nuit, c'est sûr, au moins pour les premières semaines de vie, pour éviter les fuites. Et après, bah oui, couches lavables que j'ai achetées sur Vinted. J'en ai eu pour moins de 200 €. Je les ai décrassées, comme on dit. Je trouvais ce mot immonde au début. Mais voilà, en fait, tu fais en sorte qu'elles soient comme neuves, et puis après, tu les mets à ton bébé, tout simplement, quoi. Et donc aujourd'hui, la journée, ça se passe comment? Alors, je lui mets des couches ou je lui en mets pas. Ça dépend de la surface sur laquelle il est. Bon, ça arrive il y en a tous les jours des pipis qui sont loupés, mais il y en a pas beaucoup. Ça dépend qui s'en occupe aussi. Si c'est moi, ça va. S'il est avec son grand frère ou avec son père, c'est vrai que ça va être plus difficile parce qu'ils passent forcément moins de temps ensemble, et donc les signaux, ils sont peut-être moins visibles. On va dire qu'ils apprennent encore à les découvrir. Tandis que moi, comme je passe mes journées avec lui, je m'en rends plus compte. Donc, ça m'arrive, si je suis seule avec lui, d'avoir loupé aucun pipi. C'est rare, mais ça peut arriver. Après, dès lors que je suis avec des amis ou que je suis en sortie ou qu'il est dans la voiture, là, ça devient plus complexe à gérer, dans le sens où il y aura des pipis dans la couche, mais c'est pas grave, en fait, j'en fais pas toute une histoire. En fait, le maximum que je peux intercepter, je le fais, et tout le monde est content comme ça. Et après, s'il y a des pipis dans la couche, il y en a, quoi. Mais après, ça arrive très, très quasiment jamais, en fait, qu'il y ait des cacas dans la couche, parce que là, pour le coup, je capte vraiment les signaux avant-coureurs. Quand tu pars à l'extérieur, tu mets quoi dans ton sac? Et dans mon sac à langer, je mets le pot, des couches, des petits carrés de coton et de l'eau, et c'est tout. Voilà. J'ai parfois, oui, j'ai toujours un body de change, quelque chose comme ça, mais je veux dire, l'avantage de la HNI, c'est que tu n'as pas de crème de change, les irritations, les fesses rouges, la peau brûlée par l'urine. Enfin voilà. Moi, je me suis vraiment rendu compte que l'intérêt déjà des couches lavables, c'est que quand elle est mouillée, l'enfant le sent, donc il te le signale. Donc du coup, il reste jamais dans son urine. Et le fait de proposer le pot régulièrement, ça fait que ton enfant, il s'habitue, on va dire, à être propre très tôt. Et derrière propre, je mets rien d'autre que être propre, c'est-à-dire ne pas être couvert d'urine ou de sel, ne pas être dans ses selles et dans son urine, en fait, ce que personne n'aimerait, en fait, quel que soit son âge, en fait. On s'habitue à le faire avec les bébés, avec les personnes âgées, mais en fait, il y a personne qui aime ça, c'est logique. Et comment ça se passe entre ton compagnon et ton bébé? Est-ce que lui pratique un petit peu la chenille? Ouais, il le fait, il le fait systématiquement. Il va lui proposer le pot, tout le temps. Là, tu vois, je viens de me rendre compte d'un truc tout bête. Je lui propose le pot, il fait pas, et puis je le mets sur son tapis, et d'un coup, je vois qu'il fait sur le tapis de jeu, et je me dis, qu'est-ce que j'ai fait de mal là? Je viens de lui proposer le pot à l'instant, et vraiment 1 seconde après, il fait. Et puis après, je me suis dit, mais en fait, le tapis, il est froid, en fait. Et donc, quand tu es en contact avec le froid, c'est juste un réflexe primitif de faire pipi pour te réchauffer. Et donc, du coup, je me suis dit, mince, j'aurais dû tout simplement prendre un carré de coton avec de l'eau et tapoter au niveau de son sexe, en fait, pour qu'il fasse pipi. Des fois, en fait, il suffit juste de ça. Quand tu sens que ton bébé, il a envie, mais qu'il l'a pas fait, parfois, il suffit juste de le mettre en contact légèrement avec un tout petit peu de froid, hein. Je parle pas de maltraitance, on est d'accord. Mais juste, voilà, de mettre un petit carré de coton, ça déclenche le pipi, en fait. Et ça évite qu'il fasse après sur son tapis de jeu, qui est donc forcément plus froid que ton corps qui est à 37, 38 degrés, quoi. Est-ce que tu portes ton bébé, c'est toujours sur le pot, ou tu le portes aussi au-dessus du lavabo, par exemple, ou au-dessus Non,
C'est ça. Je l'ai fait une fois parce que j'avais pas le choix, parce que j'étais dans un petit resto et qu'il y avait, enfin voilà, je l'ai fait une fois et il l'a fait au-dessus du lavabo. On était à Ouais. l'extérieur et puis j'avais oublié le sac à langer dans la voiture et je lui ai dit, bon là, on n'a pas le choix. Si tu veux faire pipi, c'est maintenant. Et il a fait pipi au-dessus du lavabo. Mais sinon, chez moi, j'utilise le pot direct, ouais, c'est vrai. Comment ça se passe avec ton plus grand alors? Lui aussi, il essaye de. Ouais, il le fait et puis voilà, je lui ai expliqué l'intérêt et il a compris et il trouve ça super, donc il le fait. Lui aussi, il intercepte les signaux, donc quand il capte que son frère a envie, et ben, il le met sur le pot. Voilà. Ah, c'est génial. Ça doit créer aussi un lien entre deux, hein, un lien particulier de. Ouais, je pense, ouais. Ouais, ouais, je pense vraiment. Et puis je lui explique, enfin, il y a tout, il y a le cododo, il y a l'allaitement, il y a plein de choses que je lui explique en lui disant, bah voilà, je l'ai fait pour toi quand tu étais bébé. Et là, je fais pareil. Et tu vois en direct ce que j'ai fait pour toi et ce que j'ai investi comme temps, comme énergie, comme amour. Ah bah là, tu le vois avec un mini bébé et en fait, toute cette période dont il se rappelle pas, bah là, il la revit avec l'expérience de ses 10 ans. Je trouve ça beau. Ouais, c'est clair, ça doit être touchant à observer. Comment prend ça l'entourage? Est-ce que ton entourage connaissait déjà la Pas du chenille? tout. Toutes mes potes me disent waouh, c'est super parce que bah, du coup j'ai un compte privé sur Instagram donc je partage pas mal de choses avec mes amies et elles m'ont toutes dit qu'elles avaient jamais entendu parler de ça tout simplement. Quand je suis allée au premier rendez-vous pour la rééducation du périnée, la kiné m'a regardée, m'a dit j'ai jamais vu ça et elle m'a dit pourtant je pensais être hyper calée sur la question de la maternité. Elle avait 2 enfants etc. Mes beaux-parents, pareil, m'ont dit mais c'est incroyable, et comment c'est possible? Enfin voilà, et puis en fait après ils le voient en fait. Après ils observent et ils se disent ah ben en fait oui c'est possible. Il faut juste le Mm. voir pour le croire, parce qu'apparemment c'est quand même très compliqué à internaliser pour les gens. Enfin voilà, tant qu'ils l'ont pas vu, ils ont du mal à le construire dans leur cerveau, mais une fois qu'ils l'ont vu, ils se disent ah ouais effectivement ça paraît logique et naturel. Et comment tu expliques que aussi peu de personnes connaissent cette pratique? Parce que je pense que si tu te renseignes pas, bah c'est comme tout, hein. Si tu te renseignes pas, tu vas regarder de quoi j'ai besoin pour mon bébé, tu vas regarder liste de naissance, tu vas arriver sur des sites de magasins de puériculture et en fait tu vas tomber sur tout un tas de choses qui sont inutiles, je trouve. Tu vas te dire qu'un enfant ça coûte cher alors qu'en fait, bah, si tu réfléchis vraiment, bah, un enfant ça te coûte surtout en temps, en énergie et en amour, mais après, en termes de matériel, honnêtement, j'ai quasiment rien dépensé pour mon enfant parce qu'il ne me coûte strictement rien et c'est une réalité. Je trouve qu'on se crée des besoins qui sont inutiles, en fait. Est-ce que pour l'instant tu as fait garder ton enfant par d'autres personnes qui Jamais. Est-ce que tu vas reprendre le travail dans peu de temps ou tu. Oui, je vais reprendre le travail, mais il aura déjà 1 an, donc je pense que d'ici là, j'aurai eu le temps de voir venir. Et à mon avis, d'ici qu'il est, normalement, il aura entre 12 et 14 mois. Je pense que là, il saura vraiment clairement manifester ses envies et que ce sera pas difficile pour les mamies de l'intercepter. J'imagine en tout cas que ça se passera comme Mhm. ça. Mais ça me Mhm. stresse pas du tout en tout cas. Qu'est-ce que tu Ouais. conseillerais à des parents qui aimeraient bien tenter l'aventure mais qui osent pas, qui se sentent pas prêts? Bah déjà, je me dis qu'il faudrait plus de comptes comme le tien. Je me dis qu'en vrai, c'est super de partager ce quotidien-là au public parce que du coup, ça te permet de te rendre compte que c'est possible et il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent de la HNI. J'ai vu qu'il y avait une fille au Canada, mais c'est hyper rare et c'est pas commun du tout. Donc déjà, c'est difficile. Bon, après, de lire des livres, ça existe. Hein, tu sais, il y a les éditions Jouvence là, où il y a un petit livre qui s'appelle tout simplement l'hygiène naturelle infantile. Après, il y a des sites comme EcoPitchoun qui en parlent, où il y a des articles, etc. Moi, de toute façon, de manière générale, ce que je conseillerais aux jeunes futures mères, c'est de se rapprocher d'autres mamans
Mmh. Moi, j'ai vu direct que ça manquait et quand, j'ai accouché, au bout d'un mois, j'ai organisé chez moi une, Mmh. journée où je réunissais des amis à moi qui allaitent, d'autres qui sont enceintes et voilà et tout ce petit monde pouvait parler et j'ai fait ça tous les mois et à chaque fois, on était 20 entre les adultes et les enfants et ça permet vraiment de créer du lien, de répondre à des questions qu'on n'ose pas forcément poser et je trouve que les professionnels de santé, ils sont souvent à côté de la plaque. Alors que quand tu mets des femmes qui vivent la même chose en même temps ensemble, il y a vraiment, cette sororité. Ça paraît très cucu ce que je dis, mais c'est réel. Il y a vraiment cette sororité qui se crée et on est toutes là ensemble pour, s'entraider les unes avec les autres. Tout à fait, tout à fait. D'autant plus que dans la pratique, de la chenille, des fois, mais on peut être vraiment découragé, quoi. Quand le bébé il décide que ça y est maintenant, le pot, n'existe plus, on a plus envie et il fait pipi et caca partout, des fois on a juste besoin d'en parler à quelqu'un qui connaît un minimum. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais tout de manière générale, enfin, que ce soit pour Ouais. l'allaitement, que ce soit pour, les pics de croissance, que ce soit pour, je sais pas, la gestion des pleurs du soir, les régurgitations, il y a plein de choses, je trouve, qu'on oublie et surtout, moi, je Mmh. suis bien placée pour le savoir parce qu'il y a 10 ans d'écart entre mes 2 grossesses. Il y a plein de choses qu'on oublie et si on n'a pas écrit, si on n'a pas, on a besoin, en fait, d'un soutien de personnes qui vivent la même chose en même temps. Je suis persuadée de ça. Oui, je te rejoins complètement et je pense que ton idée des rencontres que tu as fait entre mamans, c'est vraiment pertinent parce qu'en plus c'est chez toi, donc c'est intime aussi. Donc la parole, elle Ouais. peut se libérer plus facilement. Ah oui, Et oui, c'est sûr. Bah, puis, on a parlé de prolapsus. Enfin, moi, j'en avais jamais entendu parler avant d'être confrontée à ce problème. Et je me suis dit, mais en fait, il y a plein de choses en tant que femme dont on parle pas. Je sais pas ouais. pourquoi, mais en tout cas, il y a plein de choses dont on parle pas, où on rentre pas dans les détails. Même quand on a accouché, hein, on va dire, mon enfant est né, il pèse tant, il mesure tant, tout va bien. Alors que Mmh. derrière, il y a rien qui va. La réalité, c'est que ton corps, il est en PLS, tu as des points partout, tu as super mal, j'ai une copine qui m'a dit récemment: «J'ai l'impression qu'on m'a roulé dessus». Enfin et Mmh. cette réalité-là, on se l'a dit qu'entre jeunes mamans, mais on n'ose pas, en fait, dire les choses, on n'ose pas, on a l'impression qu'on va se plaindre et tout, mais il faut qu'on arrive, en fait, à libérer cette parole et à dire: «OK, bah non, ça s'est pas super bien passé, et que les gens ne nous répondent pas, d'un revers de main en disant, «Bah, c'est bon, l'important c'est que tout aille bien». Oui, bien sûr, l'important c'est que tout aille bien, mais cette parole, elle mérite d'être entendue, en fait. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose sur ton quotidien de la chenille? Faut juste, savoir qu'on va faire des machines, qu'on va laver, des voilà, des couvertures, qu'on va laver des tapis de jeu et que c'est pas la fin du monde, quoi. Après moi, je Mmh. vis dans le sud, au maximum que je peux, il est dehors, dans le jardin. C'est sûr que moi, je dis pas à toutes les femmes, faites-le parce que, j'imagine que si tu as 10 enfants et que tu vis dans un appartement et que tu as un balcon, peut-être que et que tu vis dans le nord de la France et que ton enfant, il a 4 couches de vêtements parce que chez toi, il fait 10 degrés. Je pense que c'est beaucoup, 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 beaucoup moins facile. Si tu as envie de le faire, fais-le, essaye, mais je sais que c'est pas une solution pour tous. Je dis juste que c'est une solution qui est quand même super cool pour, la relation que tu vas créer avec ton enfant, qui est quand même vachement plus économique, faut le dire, qui est, écologique tout simplement en fait, Mmh. qui réunit quand même ces 3 pans, qui sont, qui devraient être importants quand même pour n'importe qui en fait. Et d'ailleurs, vu que toi tu as utilisé les couches avec ton premier, tu peux peut-être comparer aussi la charge mentale, la charge d'énergie. Est-ce que finalement c'était pas aussi fatigant de mettre des couches, de devoir les changer tout le temps? Bah, je trouve qu'au final, tu mets des couches jetables, on te vend qu'elles vont pas être, humides pendant 12 heures, mais donc du coup, tu vas perdre cette communication avec ton enfant. Tu vas prendre le risque, qu'il ait des irritations, donc tu vas devoir acheter des produits pour gérer ces irritations. Tu vas devoir en permanence acheter des couches jetables parce qu'en fait, quand ils sont très petits, bah, tu les changes, tout le temps normalement. Et puis tu vas devoir acheter une poubelle à couches parce que ça pue, les poubelles, les couches pleines de caca. Je suis désolée, que ce soit un bébé allaité ou pas allaité, si tu les laisses traîner, il y a un moment où ça pue.
Alors que le pot, bah, il y a rien, quoi. Voilà, ton fils, il va faire caca au pot et puis tu vas jeter ce qu'il y a dans le pot dans les toilettes et fin de l'histoire. Je trouve que même ne serait-ce qu'en termes d'odeur, d'hygiène, et t'es sur un autre plan. T'es vraiment sur un autre plan dans tous les sens du terme, spirituel, matériel, c'est autre chose. Une fois que tu l'as fait, tu comprends que t'as pas envie de revenir en arrière, je pense. Mais faut te lancer, effectivement, et c'est pas évident vu que personne le fait. Et le livre que j'ai écrit, c'est exactement dans ce sens-là, c'est de donner une impulsion aux personnes. J'ai pas écrit un livre sur la chénie pour expliquer dans le détail énormément de choses. C'est juste pour dire, non mais regarde, c'est possible, c'est facile. Une fois que tu as la base de la base, après, tu es tout de suite autonome, en fait. T'as un cerveau, tu réfléchis, c'est instinctif, quoi. Tu vois, tu fais les choses de manière logique, tu testes, tu fais tes tambouilles. Mais faire le premier pas, si t'as peur du regard de l'autre, que t'as pas confiance en toi, que t'es mal entouré, que c'est pas ta priorité parce que t'as plein de choses à gérer, ça peut devenir une montagne à franchir, alors qu'en Oui. vrai, Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est que si tu reprends le travail aux 2 mois et demi de ton bébé et que tu le mets en crèche ou à une assistante maternelle, à moins que l'assistante maternelle soit calée, il y en a, ça existe, mais je pense qu'elles sont pas nombreuses. Ça va être très compliqué. C'est-à-dire que tu vas le gérer pendant 2 mois et puis après tu vas devoir arrêter ou tu vas devoir le faire que quand tu es avec ton enfant. C'est un luxe, entre guillemets, ça devrait pas, parce qu'il y a vraiment un problème sur ça, dans cette société, sur le fait qu'on devrait pas reprendre le travail à 2 mois et demi, parce que souvent on se dit, bah, je peux pas m'arrêter, mais quand on réfléchit, on peut le faire. C'est juste que ça demande de mettre en place certaines choses. C'est un sujet difficile et délicat aussi, dont tout on à fait, pourrait hein, ça parler. demande de réorganiser sa vie, de quel sens on met dans ce qu'on veut vivre. Derrière la chenille, il y a vraiment des questions très, très, très profondes, hein. Exactement, exactement. Et je sais pas si tu as vu, il y a le compte de Maman Psy qui a partagé un post sur la HNI, elle a fait 3 millions de vues. Et elle a eu, alors moi, au moment où j'ai regardé, elle avait plus de 1500 commentaires sur un réel où elle poste sa fille de 3 semaines au-dessus d'un pot dans son jardin. Et donc, du coup, Ouais. elle s'est fait laminer. Mais laminer, il y a des gens qui lui ont mis des commentaires en disant mais il faut laisser au bébé le temps d'être un bébé. Mais comment ça, tu mets pas de couche? Mais le mettre sur le pot, mais c'est vraiment lamentable. Parce qu'en fait, ils associent vraiment le pot à la propreté d'un enfant de 2-3 ans. Et donc, ils ne comprennent pas pourquoi on met un bébé sur un pot, parce que pour eux, c'est de la torture, c'est humain, tu vois. Donc, la malformation et la méconnaissance, elle va créer de la haine sur les réseaux sociaux, et faut être solide pour avoir envie, en fait, de changer les mentalités. Je sais pas si j'aurais envie de le faire, en fait. Je sais pas si j'aurais envie de me battre avec Pierre-Paul Jacques pour expliquer sous des commentaires pourquoi j'ai fait ces choix-là. J'ai l'impression en fait que tu perds du temps de vie avec tes enfants pour répondre à des inconnus qui de toute Ah façon oui. n'ont pas les armes pour et ne sont pas au c'est horrible ce que je vais dire, mais ne sont pas au niveau pour comprendre ce que tu fais en fait. Enfin, une autre option, c'est de pas forcément chercher à répondre à ces personnes, mais juste de vivre ta vie et Ouais, de rien avoir à faire du ouais. regard de l'autre, en final, hein. Mais c'est vrai que Ah, bah, c'est il y a du beaucoup travail, hein. d'énergie, je Ouais, trouve. Ouais, 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 c'est beaucoup ouais. d'énergie. Parce qu'il y a vraiment une inversion des valeurs qui est normalisée. Tu allaites, t'es pas dans les normes, on va dire. T'allaites longtemps, t'es encore moins dans les normes. Tu fais du cododo, c'est pas dans les normes. En tout cas, c'est pas dans les normes acceptées par le grand public. Mais en tout cas, moi, je pense quand même que tout ça est en train de changer parce que les femmes s'interrogent de plus en plus, rien que du fait de comment elles vont donner naissance à leur bébé. Et en fait, je trouve que la chénie, ça vient à la fin. Quand tu t'intéresses au maternage proximal, tu t'intéresses au cododo, tu t'intéresses à comment tu vas donner naissance, au portage. Tout ça, c'est des choses plus ou moins faciles à mettre en place. Et puis la chénie, c'est la dernière étape là. Et bon, il y en a qui franchissent le pas, des fois oui, des fois non, mais j'ai vraiment le ressenti que de plus en plus de femmes vont vers ça en tout cas. Ouais, moi aussi. Moi aussi, je me rends compte que ça change et que les réseaux sociaux, ils participent vachement Ouais. à l'évolution des mentalités. Oui, oui, il y a quand même plein de gens qui sont ouverts au changement et c'est beau.
Et en tout cas, moi je reviens sur le fait que ça soit super chouette que tu réunisses des mamans, parce que c'est bien qu'il y ait des choses sur Internet, mais c'est aussi génial qu'il y ait des choses en présentiel. Et il n'y a rien de Ouais. mieux que le présentiel pour moi. C'est Ben, écoutez, je le fais à Perpignan pour celles que ça intéresse. On est invité chez toi dans ton salon le mois prochain, c'est ça? Ouais, non, mais j'adore, je fais ça, il n'y a pas de problème. Si les gens veulent que je les contacte. Enfin, moi, c'est le but, en fait, c'est vraiment de faire en sorte que les femmes qui viennent d'accoucher ne soient pas isolées. Et je trouve que, en fait, on devrait, je sais pas, je devrais créer un truc en France. Je sais pas trop comment faire ça, mais en gros, il faudrait que ce soit un réseau, tu vois. Bah, après, je sais qu'il y a un truc qui s'appelle Maman Poussette qui existe. Je me Ouais. suis jamais intéressée à la question, mais en gros, c'est un petit peu la même chose, sauf que tu as une personne qui accueille chez elle des mamans qui viennent d'accoucher avec leur bébé. Et comme tu dis, c'est hyper intimiste et ça permet de poser toutes les questions qu'on veut et c'est vraiment un moment entre femmes. Oui, et puis je pense que avant les réseaux sociaux, il y a plusieurs années, ça se faisait naturellement dans la tribu que les femmes, elles se retrouvent entre elles et qu'elles se soutiennent, qu'il y ait la grand-mère, la maman. Et bon, maintenant, c'est plus du tout les mêmes configurations. Donc, on a tout ça à recréer avec les moyens qu'on a aujourd'hui et les outils qu'on a aujourd'hui. Bah, Et puis, ouais, je pense que si on parle autant parce qu'il y a plein de gens qui disent, ouais, mais nous, syndrome du postpartum, là, tu sais, la dépression postpartum, ça oui. existait pas, on n'en parlait pas tant. Mais je sais pas si ça existait pas, mais en tout cas, je pense que les femmes, elles étaient vachement plus soutenues, qu'il y avait vraiment un lien familial qui était là, alors que aujourd'hui, c'est déjà plus compliqué, on est toutes isolées chez nous. Il y a plein de femmes, en fait, qui se retrouvent juste seules du jour au lendemain lorsqu'elles ont un enfant, et même si elles ont des amis, si elles ont des amis qui ont vécu ça il y a quelques années, elles ont oublié. On oublie, en fait, cette période où notre cerveau, il est configuré et paramétré différemment, cette période où on dort pas de la même manière. C'est vraiment une parenthèse de notre vie où on est dans un état modifié. Et du coup, si on est dans un état modifié tout en même temps ensemble, c'est quand même vachement plus facile à vivre et à gérer que quand on est toute seule chez soi, quoi. Pour conclure, est-ce que tu aimerais partager un dernier message? Faites-vous confiance. Les médecins ne savent pas tout et c'est vous qui vivez avec votre enfant et vous êtes votre meilleur médecin et vous êtes le meilleur médecin de votre enfant, hein. Il y en a qui vont dire que cette parole est dangereuse, mais c'est vous qui observez votre enfant, c'est vous qui savez en fait, hein, quand on vous dit que votre allaitement n'est pas suffisant, que votre lait n'est pas assez nourrissant, quand en fait on met du doute dans la maternité ou quand on met du doute sur le corps de la femme, à ses capacités à enfanter ou à nourrir son enfant, on lui fait perdre confiance. Et je pense que la confiance, c'est super, super important. Je te remercie Dalila pour ton témoignage, tes partages qui, je pense, vont inspirer beaucoup de mamans. Et bon, avec plaisir. Yes. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le faire vivre en le commentant et en le partageant autour de vous. Merci pour votre écoute et au plaisir d'échanger, de partager et pourquoi pas de se rencontrer autour du sujet de l'hygiène naturelle infantile.